Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Le pass vaccinal a été adopté hier après-midi par l'Assemblée nationale par 215 voix pour, 58 contre et 7 abstentions, ce qui représente 48,52% de l'ensemble des députés. Un vote contesté par certains parlementaires puisque 2 saisines du Conseil constitutionnel sont prévues. L'une par les parlementaires socialistes à l'Assemblée et au Sénat, l'autre par le groupe La France Insoumise avec les députés communistes de Libertés et Territoires, des non-inscrits, des écologistes et des membres de l'UDI ainsi que 3 députés PS. Une saisine à laquelle le groupe LR ne s'est pas joint puisqu'il s'est déchiré lors de ce vote avec 21 voix pour, 5 contre et 75 abstents ou abstentionnistes. D'où notre grand débat, recours contre le pass vaccinal au Conseil constitutionnel. La gauche est-elle la véritable opposition à Macron? Et vous êtes 80% à dire non. Avec nous, Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Si j'ai bien lu dans la presse, vous étiez absente lors du vote d'hier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui est important, c'est la première et la deuxième lecture, très clairement, puisque et moi je l'ai dit, j'ai voté contre le pass vaccinal en première et en deuxième lecture. Dimanche, donc hier, c'était la troisième lecture, la lecture définitive, mais qui est arrivée en fin de compte après le vote par le Sénat, qui avait déjà adopté conforme un certain nombre de dispositions, y compris le pass vaccinal. Donc il ne restait absolument plus rien à discuter. D'ailleurs, déjà en deuxième lecture, on a bien vu que le gouvernement n'était absolument pas prêt à évoluer sur sa position. Donc il n'y avait très clairement plus rien à faire. Et donc effectivement, moi j'avais des engagements hier en circonscription. J'étais présente notamment auprès d'associations qui attendent aussi la présence de leurs députés. Et puis j'ai appris samedi soir à 18h30, après qu'on ait siégé jusqu'au matin même à 4h30, qu'il y aurait une nouvelle lecture définitive. Et très clairement, dans l'agenda, ce n'était pas du tout gérable. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui a décidé de passer en force, qui a décidé de maintenir son agenda très rapide et au lance-pierre. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de députés ne sont pas remontés à Paris par un agenda bientôt contraint. Philippe Bilger. Madame la députée, je crois sentir dans vos propos une légère réserve face à la manière dont le groupe parlementaire a géré tout cela. Puis-je vous poser rapidement une double question? Que pensez-vous des recours devant le Conseil constitutionnel de LFI et des socialistes? Et deuxième élément, est-ce que vous pensez vraiment que la discussion sur le pass vaccinal est le centre de l'opposition qu'on peut avoir à l'encontre du président de la République? Votre dernière question, pour commencer par elle, est un peu plus large, je pense, parce que l'opposition au président de la République ne concerne pas, bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, uniquement notre positionnement par rapport au pass vaccinal. À titre personnel, je me suis opposée au pass vaccinal, d'ailleurs pas du tout en contradiction avec mes collègues députés Les Républicains qui ont souhaité soutenir le dispositif, parce que d'ailleurs le travail au Sénat a été très important. Le Sénat a apporté beaucoup de modifications qui ont été totalement rejetées par l'exécutif, et donc de ce point de vue-là, moi il ne me semblait pas totalement cohérent avec la position qu'on avait pu prendre par le passé de soutenir ce pass vaccinal, qui d'ailleurs arrive totalement à contre-temps, parce que il va être rendu applicable d'ici quelques jours. On voit bien que la pandémie continue à proliférer, les contaminations augmentent, donc clairement ce ne sera pas un outil qui sera qui nous permettra de réduire l'épidémie. Ensuite, sur la saisine du Conseil constitutionnel, c'est effectivement une prérogative des parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aura ainsi la possibilité de s'exprimer sur la recevabilité des dispositifs qui ont été votés, et donc il aura à se prononcer. Malheureusement, je ne me fais pas non plus beaucoup d'idées sur les positions du Conseil constitutionnel qui jusque-là ont validé dès demain ce qui a été mis en place par l'exécutif. Françoise Degois.
J'entends ce que vous dites et je pense que la position de Valérie Pécresse est un peu intenable. Je l'écoutais ce matin. Ce pass a été voté. Elle a vraiment mis la pression pour que ce pass soit voté, pour dire finalement aujourd'hui, ce matin, qu'il est inutile. Donc on peut pas, à un moment donné, il faut envoyer des signaux clairs. Après, je suis là où je vous rejoins, convergence de la gauche et de la droite. L'opposition des socialistes n'est pas la même que celle de la France insoumise. Les socialistes veulent absolument que la vaccination soit obligatoire. Je pense que là on est sur autre chose. La proportionnalité du Conseil constitutionnel, qui est la pierre angulaire de sa manière de rendre des décisions, si elle avait été respectée depuis longtemps, il y a bien longtemps que nous n'aurions même pas de passe sanitaire. Donc je ne me fais absolument aucune illusion sur la réponse du Conseil constitutionnel. Oui, vous avez parfaitement raison. Hein. Je pense qu'il y a malheureusement aucune illusion à se faire. Simplement, non, je ne crois pas. La position des Républicains, elle est claire. Et d'ailleurs, nous l'avons dit à plusieurs reprises dans l'hémicycle. Nous avons démontré qu'il y avait un certain nombre d'incohérences dans la politique de gestion de la crise par l'exécutif. D'ailleurs, on le voit bien, même dans les écoles, il y a des incohérences et les enseignants ont fait grève la semaine dernière. Les parents n'en peuvent plus. C'est des allers-retours en permanence parce que les ordres et les contre-ordres clairement ne tentent pas à clarifier et en tout cas rendre lisibles les mesures qui sont mises en place pour endiguer la pandémie. Après, nous avons aussi dit qu'il y avait des lignes rouges clairement qu'il ne fallait pas franchir, raison pour laquelle nous avons été un certain nombre à nous opposer au dispositif proposé par le gouvernement. Donc la ligne, elle est très claire. Après, ce que dit Valérie Pécresse est tout à fait exact. Le texte arrive à contre-temps. Il n'arrivera pas, ce ne sera pas un outil pragmatique de lutte contre la crise. Parce que aujourd'hui, 90% des Français sont vaccinés. Donc aujourd'hui, réduire les libertés avec le pass vaccinal, d'ailleurs qui n'est ni plus ni moins que le pass sanitaire sans les tests, sans la possibilité pour les Français de se faire tester, ne changera absolument rien à la situation. Il aurait été plus pragmatique d'opter pour des dispositifs notamment de suivi des personnes âgées, parce qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre de personnes qui sont à comorbidité ou qui sont un peu âgées, qui ne sont pas vaccinées. Donc mettre des moyens pour aller faire de la pédagogie et expliquer aux personnes qui ont plus de risques de tomber malades du Covid qu'il faut se faire vacciner, mais plutôt faire de l'explication, être dans l'explication plutôt que dans la contrainte. C'est malheureusement ce pourquoi le gouvernement a opté, et nous, les députés Les Républicains, l'avons clairement expliqué. Jean Dorido. Oui, non, écoutez, je suis assez admiratif de votre exposé, Madame la députée. J'entends bien, il n'y a qu'à aller voir les personnes âgées qui ne se vaccinent pas. Pour autant, je suis sincèrement curieux de comment, de façon très pratico-pratique, vous vous y prendriez, dans la mesure où, quand même, vous l'avez dit, il y a 90% des Français qui sont vaccinés. Ça veut dire que ceux qui ne le sont pas encore sont quand même farouchement à traîner les pieds, pour ne pas dire plus. Et c'est vrai, vous avez raison, il y a encore des personnes âgées dont on sait qu'elles sont quand même très à risque, qui ne se vaccinent pas et qui ne sont pas des anti-vax farouches, qui sont encore aujourd'hui dans ce discours à dire mais je préfère attendre. Et donc je me demande bien, j'entends bien les mots pédagogie, j'entends bien les mots, voilà, mais je crois que ça a quand même été fait et refait. On a envoyé des camions pour aller vacciner, même les jeunes, les pauvres livreurs Uber là, qui n'ont pas accès aux soins. On est allé les chercher et ces gens-là ont fait le job de se faire vacciner. Donc je suis vraiment sincèrement curieux de vous écouter comment concrètement vous vous y prendriez pour convaincre ces personnes de 70, 80 ans qui ne sont pas dans l'anti-vax. Non, mais je préfère encore attendre. Comment vous faites pour les vacciner? Avec une sarbacane, vous leur envoyez la seringue dans le dos ou ailleurs? Comment vous faites? Je partage pas du tout votre vision et ce que vous avez dit, parce que non, tout n'a pas été fait. Il a été mis en place un pass sanitaire qui a visé à contraindre et à vacciner les gens finalement parfois contre leur gré. Même si effectivement le vaccin tend à réduire les formes graves, un certain nombre de Français ont aujourd'hui des craintes. Ils ont des craintes à plusieurs niveaux. Ils ont parfois des craintes totalement
contre les vaccins, et donc ce sont les anti-vax. Et ces gens-là, effectivement, nous n'arriverons très certainement pas à les convaincre. Mais il y a aussi une part importante de Français qui ont tout simplement peur. Et ce n'est pas en les forçant à se vacciner que vous arriverez à les convaincre. C'est des gens qui attendent, par exemple, un vaccin d'un autre type qu'un vaccin ARN messager. Et d'ailleurs, on a vu il y a quelques jours qu'un vaccin plutôt de type classique a été autorisé et donc peut permettre de dénouer un certain nombre de situations. Et puis il y a aussi des malades qui sont éloignés des centres de santé, qui n'ont pas eu forcément la possibilité de se rendre dans les centres de vaccination, qui sont pour autant des personnes dont on a la liste des malades de longue durée. Et donc il suffirait d'utiliser ces moyens que nous avons aujourd'hui, de lister ces gens qui sont malades de longue durée, pour aller leur expliquer l'intérêt, tout le bénéfice de la vaccination. Mais là où je crois que le gouvernement a pris les choses dans le mauvais ordre, c'est que les dernières personnes qui restent à convaincre ne le seront jamais, très clairement, jamais par la force. Si vous leur expliquez l'intérêt, alors écoutez, pardon madame le député, c'est un psychologue qui vous le dit. On a quand même eu pendant des mois un discours vraiment sur l'entraide, sur dire écoutez, même si vous êtes en bonne santé, vaccinez-vous pour protéger les plus âgés, les plus fragiles. Ça n'a pas marché. Et du jour où le président a dit écoutez, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller au resto, Doctolib a explosé et il y avait la queue devant les vaccinodromes. Donc pardon quand même de vous rappeler que oui, ça fonctionne extrêmement bien. C'est difficile de trouver quelque chose qui fonctionne mieux. Mais Jean, justement, j'entends ça. Pardonnez-moi, madame la députée, je vous coupe la parole, mais j'entends ce que tu dis. Mais moi, je pense que c'est une défaite. Tu comprends? Ah non, mais ça n'est pas ça qui se faisait. Je pense que non, la fin ne justifie pas les moyens. Depuis juillet, c'est cocorico, extraordinaire Emmanuel Macron. Dans les faits, bien sûr que ça a fonctionné, mais en démocratie, la fin ne justifie pas les moyens. Et je pense que ce sont des traces lourdes que nous sommes en train de laisser vraiment entre nous. On a enclenché un processus détestable de délation, de haine entre les citoyens. Je ne sais pas si vous avez vu, si, ça va jusqu'à la haine. Les vaccinés parlant des non-vaccinés. On est dans une espèce de fracturation. Je veux bien qu'il y ait eu le résultat, mais je le redis, dans une démocratie mature, éclairée, la fin ne peut pas justifier les moyens. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas justifier. Est-ce qu'on peut être fier d'avoir forcé des gens tout simplement parce qu'on leur a fait et on a agité la menace de ne plus pouvoir exercer? Bien sûr qu'on a été forcé. Tu crois qu'on s'est fait vacciner parce qu'on avait confiance dans l'ARN, mon vieux? Moi, c'est parce que j'avais moins peur du vaccin que du virus. Mais ne changez rien, Françoise, mais c'est très bien. Mais c'est pas vrai, ne changez rien. Mais justement, j'espère qu'on va avoir un retour. C'est la 3e dose qui passe mal. Mais non, mais c'est la 4e, écoutez. Il n'y a pas de 4e encore. Excusez-moi. Si elle est déjà prévue, a priori. Même des gens aussi incontournables que Eric Combes, qui était est capable maintenant de dire on est déçu par ce vaccin. Même lui le dit. Alors écoutez, quand même, il y a un problème. Pardon, simplement pour reprendre une partie de ce que vous venez de dire. Je crois que l'erreur fondamentale du gouvernement est de miser la gestion de la crise sanitaire sur le tout vaccinal. On voit bien qu'aujourd'hui, à 90%, plus de 90%, les Français sont vaccinés. Avec des moyens qui ont été effectivement du chantage, à contraindre des gens qui n'avaient pas forcément le souhait de se vacciner, mais pour continuer à vivre normalement, ont été contraints de se vacciner. Et d'accord, peut-être que ça endigue les formes graves, mais en tout cas, ils y ont été contraints. Si on ouvrait des possibilités, notamment de traitement, notamment de recherche, ce à quoi aujourd'hui le gouvernement ne nous répond absolument pas, nous aurions peut-être d'autres moyens pour lutter contre la crise. Aujourd'hui, on mise tout sur le tout vaccinal et on voit bien que ça ne marche pas dans les faits. On est toujours dans des restrictions de liberté, même bien plus importantes que ça n'a été, les retours de port de masque, y compris dans les espaces extérieurs, on voit très clairement que le tout vaccinal ne change rien. Donc il faut ouvrir les possibilités. Je voudrais vous poser une question, Anne-Laure Blin. Vous êtes députée du Maine-et-Loire. On va pas rentrer dans les querelles de clocher. Le Maine-et-Loire, c'est pas très loin de la Loire-Atlantique. Jusque-là, on est d'accord. Il y a une start-up nantaise qui s'appelle Xenotera, dont la patronne était sur Sud Radio il y a quelques semaines, avec un traitement
curatif et non pas préventif, qui disait qu'elle avait contacté le ministère de la Santé, mais c'était un peu comme le 22 à Asnières de Fernand Reynaud, ça répondait pas. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Ah non, je n'ai absolument aucune nouvelle et je peux vous dire que j'ai posé plusieurs fois la question à l'exécutif, au ministre de la Santé pour justement avoir des informations. Et je peux même vous dire mieux, on a une autre entreprise dans les Pays de la Loire qui s'appelle l'entreprise Valneva qui a proposé un vaccin au gouvernement. Oui, vous vous souvenez de l'histoire. Voilà. Quelle épopée ce Valneva. Oui. Mais c'est juste hallucinant. Oui. Le gouvernement n'a jamais répondu à la proposition qui avait été faite par Valneva et ils ont dû proposer leur vaccin au Royaume-Uni. Donc voilà, ce sont des incohérences de gestion de la crise qui est complètement incompréhensible. Et Valneva ça s'appelle défendre le Made in France. Le Made in France de Pfizer, dis-moi où est-ce qu'il est. Non, mais c'était de l'humour. Ça s'appelle défendre le Made in France de partenaire Valneva. Mais ce que je voulais dire, c'est que Valneva, en plus de ça, est partie des vaccins qui peuvent recréer la confiance chez les gens qui ont des doutes sur... si, je t'assure, il y a vraiment des gens qui ont des doutes. Jean, il nous regarde comme ça avec des yeux ronds. Non, mais qu'ils aient des doutes. D'accord, qu'ils aient des doutes. Vive les vaccins, et s'ils ont Valneva pour se vacciner, c'est vachement bien. Oui, mais très bien. Merci beaucoup Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Verdict sur Twitter, recours contre le pass vaccinal au Conseil constitutionnel. La gauche est-elle la véritable opposition à Macron ? Ça va pas faire plaisir à Françoise Degois, puisque vous êtes 80% à dire non. De suite, avec notre ami Alexandre Priam, on va parler bio avec une entreprise qui s'appelle Bio Demain. Restez bien avec nous, on les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros. Chez Shiva, spécialiste du ménage et repassage à domicile, nous savons qu'il n'y a pas de ménage bien fait sans employés de maison valorisés. Vous avez une expérience réussie dans le ménage et le repassage ? Vous souhaitez être mieux rémunéré, mieux considéré et mieux accompagné ? Rejoignez une communauté de plus de 10 000 employés de maison épanouis et fiers de leur métier. Déposez votre candidature sur shiva.fr. Shiva, parce que votre professionnalisme mérite ce qu'il y a de mieux. Vous allez adorer travailler avec nous. Tu lui donnes quel âge à ma Mini ? Je sais pas, 2 ans ? Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi. Avec le réseau Mini Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans ? Avec les tarifs avantage 6+, bénéficiez toute l'année de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 € de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini Service, des experts dédiés à votre Mini. Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr. Sud Radio Clermont-Ferrand. 88.1. Sud Radio. Cet hiver, partez à la montagne avec Odalis Vacances. Choisissez votre destination parmi plus de 130 résidences et chalets au pied des pistes. Pour vos vacances, profitez d'appartements chaleureux, d'espaces détente avec piscine, de tarifs préférentiels sur vos forfaits et matériel de ski. Et réservez serein grâce à notre offre remboursement garanti. Rendez-vous dès à présent sur odalis-vacances.com. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinal est fragilisé. Ultra levure probiotique, restaure votre microbiote intestinal. Votre microbiote est précieux. Prenez-en soin. Ultra levure, médicament à base de Saccharomyces boulardii, est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Lirez attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido et mon cher Alexandre Priam. Avec vous, on va parler bio. Oui, exactement, on va parler bio aujourd'hui avec Maxime Durand, président et fondateur de Bio Demain. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous.
Une initiative quand même assez exceptionnelle, Bio Demain. Pour la résumer, alors j'essaie de bien le faire, hein, Maxime. C'est l'idée qu'on donc c'est une sorte de boutique, c'est un label aussi. Vous accompagnez des agriculteurs qui sont en transition biologique et ça prend 2 à 3 ans pour qu'une exploitation passe d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique. Et durant ce laps de temps-là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui doivent mettre un peu la clé sous la porte, Maxime, et c'est là que vous intervenez parce que vous permettez à ces agriculteurs de tenir la barre jusqu'à cette transition bio. C'est les deux, effectivement. En fait, on est une marque équitable qui rémunère justement les producteurs durant cette période compliquée de conversion où les agriculteurs ont beaucoup de mal, voire ne tentent pas. En fait, c'est 3 ans compliqués durant lesquels ils doivent déjà cultiver en bio, mais sans avoir le label. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les rémunère déjà justement avant même qu'ils aient le label et on valorise leurs produits auprès du consommateur et en fait on permet à chaque citoyen dans son quotidien d'acheter des bons produits comme des jus de fruits, de la farine, du miel qui rémunèrent bien le producteur à l'autre bout de la chaîne. Des produits presque bio, du coup c'est comme ça que vous les vendez. C'est petit côté assez marrant, mais pour le coup il y a déjà une belle démarche et tout est parti justement, Maxime, d'une histoire familiale un peu triste. Tout à fait, c'est mon grand-oncle André qui était agriculteur en Bretagne, qui a voulu passer en bio, ce qui est une très bonne chose en soi, mais il n'a pas réussi, il a eu 2 ans très compliqués, des grosses chutes de rendement, la banque ne l'a pas soutenu, et il a dû tout arrêter, vendre la ferme et se reconvertir. Et pour nous, c'était un choc avec Stéphane, un ami d'école, on était étudiants à l'époque, et donc c'est pour ça qu'on a lancé Bio Demain, c'est dans l'idée de pouvoir accompagner tous ces producteurs qui veulent faire le bien, qui veulent aller vers une agriculture plus durable, et qui aujourd'hui ne peuvent pas forcément. Donc vendre ces produits d'agriculteurs qui sont en transition vers le bio et surtout vous assurez une rémunération quand même très correcte pour ces agriculteurs. Vous avez déjà, d'ailleurs ça fonctionne très bien, votre chiffre d'affaires a fait x10 l'année dernière, ce qui est quand même colossal. Vous employez 20 personnes, je crois que vous avez 24 ans, hein, Maxime. Si je me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Effectivement. Les chiffres sont bons. Pas mal de choses cette année, donc c'était une très bonne année pour nous. On a accompagné 150 producteurs. C'est vraiment l'objectif pour nous, c'est d'accompagner le plus possible, donc on est très contents. Et effectivement, on a eu un beau chiffre d'affaires, on est très suivi par les consommateurs et par les magasins, donc c'est vraiment super d'avoir des partenaires comme ça. Avec une question, vous les rémunérez beaucoup mieux que la grande distribution, vous les rémunérez véritablement, vous créez de la valeur pour eux aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un cercle de vertu, votre entreprise. Hein. Vous créez de la valeur, vous n'êtes pas avide en termes, j'ai l'impression, de revenus financiers, vous partagez, vous redistribuez, ça me plaît beaucoup cette histoire. C'est gentil, on essaie en tout cas. Non mais combien vous payez? Vous les payez beaucoup mieux? Pardon, vraiment, pardon, c'est ça la vraie question. Combien vous les payez? Vous les payez combien? 10%? Entre 60 et 80% en moyenne plus que le conventionnel, ce qui permet en fait de couvrir bien les frais de la conversion. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir leur permettre de passer en bio finalement assez facilement sans se préoccuper des coûts qu'il va y avoir derrière. Vachement bien. Et alors en termes de circuit de distribution, comment est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on peut acheter des produits Bio Demain? Alors, Bio Demain est présente en magasin bio spécialisé. Donc, vous pouvez nous retrouver, par exemple, chez les Naturéo, Bio C'est Bon, SoBio, Naturalia, Biocoop, etc. D'accord. Il y a un site internet qui est très bien fait et c'est vrai que à 21 et 22 ans, quand vous avez créé ça à cet âge-là avec votre ami Stéphane, est-ce que vous auriez imaginé avancer à cette vitesse-là? Vous sortiez de Centrale Lille, si je me trompe pas. Ils sont bien les ingénieurs quand même. Hein, il faut quand même le rappeler. Non, mais c'est important de le dire. C'est un Gazar qui le dit. Hein. Mais oui. C'est une incroyable quand même épopée de déjà que seulement 3 ans, mais tant de choses déjà faites et qu'est-ce que vous espérez maintenant? Quelle est la prochaine étape, Maxime? Alors il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Déjà l'ambition qu'on a, c'est de pouvoir accompagner n'importe quel agriculteur qui veut faire sa transition. Aujourd'hui on touche du doigt cet impact-là en France et on commence à regarder à l'étranger. On a lancé Bio Demain en Belgique il y a 2 semaines maintenant, donc c'est vraiment le tout début, mais on se dit que la problématique de la conversion, elle est commune à tous les agriculteurs européens et nous, on peut y apporter une réponse. Donc là, on a un gros boulot encore à faire en France, mais on sent que ça vient, on sent qu'il y a un vrai retour consommateur et on se dit que cette solution-là, on peut aussi l'apporter à d'autres agriculteurs ailleurs dans le monde.
Bravo. Eh ben bravo, hein, vraiment chapeau. Hein. Franchement, fantastique. J'adore ces créations de valeur. C'est super. Et c'est bien. Oui. Bravo Alexandre d'avoir choisi ça. Hein. Bravo à Alexandre, bravo Maxime Luron. On peut dire qu'on a vraiment eu des bio-débats ce soir dans les vraies voix. Pas mal. Elle est bien. On vous l'accorde. Hein, franchement. Là, laissez t'accorder à Philippe David. Transformation entre les poteaux. Non, mais attendez, excusez-moi. Les commentaires de rugby, c'est Alexandre Priam sur Sud Radio. C'est pas vous, ma chère Françoise. C'est pour ça que je le salue. C'est François Trio, bien sûr, et toute l'équipe des sports. On salue l'ami François d'ailleurs. Merci à vous, Françoise Degois et Alexandre Philippe et François Bilger. Trio, c'est un duo. Le duo des trios. Allez, gon. Oh, le duo des trios, elle est excellente. Elle est pas mal. Elle est très bonne. Alors, vous nous laissez, Françoise Degois et Philippe Bilger. Par contre, on vous laisse parce que je parle de rugby, mais Degois, je me mêle. Degois, je me mêle. C'est un festival. Un véritable festival. Donc, Jean Dorido et Alexandre Priam vont rester avec nous pour les vraies voix du jour. Ce sera Antoine de Nîmes et Annie de Pau. Restez bien avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio.